Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bactérie que vous connaissez peut-être déjà de nom, mais dont vous ignorez probablement l'impact réel sur votre santé digestive. Il s'agit d'Helicobacter pylori, une bactérie microscopique mais redoutablement efficace qui a révolutionné notre compréhension des maladies gastriques. Imaginez une bactérie si rusée qu'elle a réussi à convaincre le monde médical pendant des décennies que les ulcères étaient causés par le stress et l'alimentation épicée, alors qu'elle était la véritable coupable tapie dans l'ombre de nos estomacs. Cette découverte a d'ailleurs valu le prix Nobel de médecine en 2005 aux chercheurs Barry Marshall et Robin Warren, qui ont osé remettre en question des décennies de certitudes médicales. Helicobacter pylori n'est pas une bactérie ordinaire. Elle habite dans l'un des environnements les plus hostiles du corps humain, l'estomac, avec son acidité extrême qui devrait normalement détruire tout organisme vivant. Pourtant, elle y prospère, infectant plus de la moitié de la population mondiale, souvent sans que nous nous en rendions compte. Mais pourquoi cette bactérie est-elle si préoccupante ? Parce qu'elle ne se contente pas de vivre paisiblement dans notre estomac. Elle modifie activement notre environnement gastrique, provoque des inflammations chroniques, et peut conduire à des complications graves comme les ulcères gastro-duodénaux et même le cancer de l'estomac. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les mystères de cette bactérie fascinante et inquiétante. Nous découvrirons comment elle s'installe dans notre organisme, quels sont ses mécanismes d'action, comment elle parvient à échapper à nos défenses naturelles, et surtout, comment nous pouvons la combattre efficacement. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Helicobacter pylori est une bactérie gram-négative en forme de spirale, d'où son nom qui signifie littéralement spirale du pylore, le pylore étant la partie de l'estomac qui se connecte au duodénum. Cette forme hélicoïdale n'est pas un hasard, elle lui permet de se déplacer efficacement dans le mucus gastrique épais, un peu comme une vrille qui se ferait un chemin. Cette bactérie mesure environ 2 à 4 micromètres de long et possède entre 4 et 6 flagelles qui lui donnent une mobilité exceptionnelle. Ces flagelles sont des structures filamenteuses qui battent comme des fouets microscopiques, permettant à la bactérie de nager littéralement dans le mucus gastrique pour atteindre sa destination privilégiée, la surface de la muqueuse gastrique. Ce qui rend Helicobacter pylori particulièrement remarquable, c'est sa capacité unique à survivre dans l'environnement acide de l'estomac. L'acidité gastrique normale varie entre 1,5 et 3,0 sur l'échelle de pH, ce qui est suffisamment acide pour dissoudre du métal. Pourtant, cette bactérie non seulement survit dans ces conditions extrêmes, mais elle y prospère. Son secret réside dans une enzyme appelée uréase, qu'elle produit en abondance. Cette enzyme transforme l'urée présente dans l'estomac en ammoniac, une substance alcaline qui neutralise localement l'acidité gastrique autour de la bactérie. C'est comme si elle créait sa propre bulle protectrice alcaline dans cet océan d'acide. La découverte d'Helicobacter pylori a complètement bouleversé notre compréhension de la physiologie gastrique. Avant les années 1980, il était impossible d'imaginer qu'une bactérie puisse survivre dans l'estomac. Cette découverte a ouvert la voie à une nouvelle approche thérapeutique des maladies gastro-duodénales, passant d'un traitement symptomatique à long terme à un traitement curatif ciblé. 1. Comment cette bactérie infecte-t-elle l'estomac ? L'infection par Helicobacter pylori se produit généralement pendant l'enfance, souvent avant l'âge de 10 ans, bien que les symptômes puissent ne pas apparaître avant des décennies. La transmission se fait principalement de personne à personne, suivant plusieurs voies possibles. La voie oro-orale est la plus courante, la bactérie peut être transmise par les gouttelettes de salive, particulièrement lors de contacts intimes comme les baisers, ou par le partage d'ustensiles, de verre ou de nourriture. C'est pourquoi les infections sont souvent regroupées au sein des familles, les parents infectés transmettant involontairement la bactérie à leurs enfants. La voie fécale-orale constitue un autre mode de transmission important, particulièrement dans les régions où l'assainissement est déficient. La bactérie peut survivre dans les selles et contaminer l'eau ou les aliments, créant un cycle de transmission communautaire. Une fois ingérée, Helicobacter pylori entame un voyage périlleux à travers le système digestif. Elle doit d'abord survivre à l'acidité gastrique initiale, ce qu'elle fait grâce à sa production d'uréase qui crée immédiatement un environnement moins hostile autour d'elle.
Ensuite, la bactérie utilise ses flagelles pour se déplacer activement vers la muqueuse gastrique. Elle ne se contente pas de dériver passivement, mais nage délibérément vers sa destination, guidée par des signaux chimiques qui l'attirent vers les zones les moins acides de l'estomac. Arrivée à la surface de la muqueuse, Helicobacter pylori doit encore franchir la barrière protectrice du mucus gastrique. Cette couche visqueuse, normalement impénétrable pour la plupart des bactéries, devient son terrain de jeu grâce à sa forme spiralée et à sa motilité. Elle se glisse entre les mailles du mucus comme un tire-bouchon, atteignant finalement la surface des cellules épithéliales gastriques. Une fois établie, la bactérie commence à modifier son environnement pour assurer sa survie à long terme. Elle adhère fermement aux cellules gastriques grâce à des protéines d'adhésion spécialisées, créant une colonisation stable qui peut persister pendant des décennies si elle n'est pas traitée. 2. Les mécanismes de survie dans l'environnement acide. La survie d'Helicobacter pylori dans l'estomac relève d'une véritable prouesse biologique qui fascine encore les chercheurs aujourd'hui. Cette bactérie a développé plusieurs stratégies sophistiquées pour non seulement survivre, mais prospérer dans l'un des environnements les plus hostiles du corps humain. Le premier mécanisme, et le plus crucial, est la production massive d'uréase. Cette enzyme représente jusqu'à 10% de toutes les protéines produites par la bactérie, ce qui témoigne de son importance vitale. L'uréase décompose l'urée, un déchet métabolique normalement présent en petite quantité dans l'estomac, en ammoniac et en dioxyde de carbone. L'ammoniac, avec son pH alcalin d'environ 9, neutralise efficacement l'acide gastrique dans l'environnement immédiat de la bactérie. Cette neutralisation n'est pas uniforme dans tout l'estomac, mais crée des micro-environnements localisés où le pH peut atteindre 6 ou 7, permettant à la bactérie de fonctionner normalement. C'est un équilibre délicat, trop peu d'uréase et la bactérie meurt dans l'acide, trop et elle alcalinise excessivement son environnement, ce qui peut également être néfaste. Le deuxième mécanisme implique la motilité active de la bactérie. Contrairement à d'autres bactéries qui subissent passivement leur environnement, Helicobacter pylori se déplace constamment pour trouver les zones les moins acides de l'estomac. Elle peut détecter les gradients de pH et nager activement vers les régions où l'acidité est plus supportable. La bactérie possède également des mécanismes de résistance acide intrinsèque. Ces membranes cellulaires ont une composition lipidique particulière qui les rend moins perméables aux ions hydrogène, ralentissant la pénétration de l'acidité à l'intérieur de la cellule. De plus, elle produit des protéines chaperones qui protègent ces autres protéines des dommages causés par l'environnement acide. Un autre aspect fascinant est la capacité d'Helicobacter pylori à former des biofilms. Ces structures communautaires permettent aux bactéries de s'agréger et de créer une matrice protectrice qui les isole encore davantage de l'environnement hostile. Dans ces biofilms, les bactéries peuvent partager des ressources et se protéger mutuellement, augmentant considérablement leurs chances de survie. 3. Les symptômes et manifestations cliniques. L'infection par Helicobacter pylori présente un paradoxe intéressant. Bien que plus de la moitié de la population mondiale soit infectée, la majorité des personnes ne développent jamais de symptômes évidents. Cette infection silencieuse peut persister pendant des décennies sans se manifester, rendant son diagnostic d'autant plus difficile. Lorsque les symptômes apparaissent, ils sont souvent subtils et non spécifiques au début. Les patients peuvent ressentir une sensation de brûlure ou de douleur dans la partie supérieure de l'abdomen, particulièrement entre les repas ou pendant la nuit. Cette douleur, souvent décrite comme une sensation de faim douloureuse, peut être temporairement soulagée par la prise de nourriture ou d'antiacides. Les troubles digestifs constituent un autre groupe de symptômes fréquents. Les patients rapportent souvent des ballonnements, une sensation de plénitude précoce lors des repas, des nausées occasionnelles, et parfois des vomissements. Ces symptômes peuvent être intermittents, apparaissant par périodes avant de disparaître pendant des semaines ou des mois. La dyspepsie fonctionnelle, caractérisée par une gêne digestive persistante sans cause apparente, est souvent associée à l'infection par Helicobacter pylori. Les patients décrivent une sensation de lourdeur gastrique, des éructations fréquentes, et parfois un goût désagréable dans la bouche, particulièrement le matin. Certains signes peuvent indiquer une évolution vers des complications plus sérieuses. La présence de sang dans les vomissements ou les selles, des douleurs abdominales intenses et persistantes, une perte de poids inexpliquée, ou une anémie ferriprive doivent alerter sur la possibilité d'un ulcère gastro-duodénal ou, plus rarement, d'une transformation maligne.
Il est important de noter que les symptômes peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre et que leur intensité ne reflète pas nécessairement la gravité de l'infection. Paradoxalement, certaines personnes avec une infection massive peuvent être asymptomatiques, tandis que d'autres avec une charge bactérienne plus faible peuvent présenter des symptômes marqués. 4. Les complications graves. Si Helicobacter pylori était uniquement responsable de symptômes digestifs mineurs, elle ne mériterait pas toute cette attention médicale. Malheureusement, cette bactérie peut entraîner des complications graves qui menacent directement la santé et parfois la vie des patients. L'ulcère gastro-duodénal représente la complication la plus fréquente et la mieux documentée. Environ 10 à 15% des personnes infectées développeront un ulcère au cours de leur vie. Ces ulcères se forment lorsque l'inflammation chronique causée par la bactérie affaiblit les défenses naturelles de la muqueuse gastrique, permettant à l'acide gastrique de littéralement creuser des trous dans la paroi de l'estomac ou du duodénum. Les ulcères peuvent provoquer des douleurs intenses, des saignements, et dans les cas les plus graves, une perforation de la paroi gastrique. Cette perforation constitue une urgence médicale absolue, car elle permet au contenu gastrique de se répandre dans la cavité abdominale, provoquant une péritonite potentiellement mortelle. Le cancer gastrique représente la complication la plus redoutable de l'infection par Helicobacter pylori. L'Organisation mondiale de la santé a classé cette bactérie comme carcinogène de classe I, c'est-à-dire qu'il existe des preuves suffisantes de sa capacité à provoquer le cancer chez l'homme. Environ 1 à 3% des personnes infectées développeront un adénocarcinome gastrique, généralement après plusieurs décennies d'infection chronique. Le processus de cancérisation suit généralement une progression bien définie. L'infection chronique provoque d'abord une gastrite, puis évolue vers une gastrite atrophique, ensuite vers une métaplasie intestinale, puis vers une dysplasie, et finalement vers le carcinome. Cette progression, appelée cascade de Correa, peut s'étaler sur 20 à 30 ans, offrant théoriquement de nombreuses opportunités d'intervention précoce. Le lymphome gastrique de type MALT, Mucosa Associated Lymphoitissue, constitue une autre complication maligne, heureusement plus rare. Ce type de lymphome se développe à partir du tissu lymphoïde qui se forme en réponse à l'infection chronique. Paradoxalement, ce lymphome peut parfois régresser complètement après éradication de la bactérie, démontrant le lien direct entre l'infection et le développement tumoral. 5. Diagnostic et tests de dépistage. Le diagnostic d'une infection par Helicobacter pylori repose sur plusieurs méthodes complémentaires, chacune ayant ses avantages et ses limitations spécifiques. Le choix de la méthode dépend du contexte clinique, de la disponibilité des tests, et des préférences du patient et du médecin. Le test respiratoire à l'urée marqué au carbone 13 ou 14 représente la méthode de référence pour le diagnostic non invasif. Ce test exploite la capacité unique d'Helicobacter pylori à produire de l'uréase. Le patient ingère une solution contenant de l'urée marquée avec un isotope du carbone, et si la bactérie est présente, elle décompose cette urée en libérant du CO2 marqué qui est ensuite détecté dans l'air expiré. Cette méthode est très fiable, avec une sensibilité et une spécificité supérieures à 90%. Les tests sérologiques détectent la présence d'anticorps dirigés contre Helicobacter pylori dans le sang. Ces tests sont rapides, peu coûteux et largement disponibles, mais ils présentent l'inconvénient de ne pas distinguer une infection active d'une infection passée déjà traitée. Les anticorps peuvent persister pendant des mois ou des années après l'éradication de la bactérie, limitant leur utilité pour le suivi thérapeutique. La recherche d'antigènes de la bactérie dans les selles constitue une alternative intéressante, particulièrement chez les enfants où le test respiratoire peut être difficile à réaliser. Cette méthode détecte directement la présence de la bactérie et peut être utilisée pour confirmer l'éradication après traitement. L'endoscopie digestive haute avec biopsie reste la méthode la plus précise, permettant non seulement de diagnostiquer l'infection mais aussi d'évaluer l'état de la muqueuse gastrique et de détecter d'éventuelles complications. Lors de l'endoscopie, plusieurs biopsies sont prélevées et analysées par histologie, culture bactérienne et test rapide à l'uréase. Le test rapide à l'uréase sur biopsie gastrique peut donner des résultats en quelques heures. La biopsie est placée dans un milieu contenant de l'urée et un indicateur de pH. Si Helicobacter pylori est présent, la production d'uréase entraîne une alcalinisation du milieu et un changement de couleur de l'indicateur. Si traitement et stratégie thérapeutique.
Le traitement de l'infection par Helicobacter pylori a considérablement évolué depuis sa découverte, passant de protocoles simples mais peu efficaces à des stratégies thérapeutiques sophistiquées adaptées aux résistances bactériennes locales. L'objectif du traitement est l'éradication complète de la bactérie, permettant la guérison des lésions associées et la prévention des complications à long terme. La thérapie triple standard, longtemps considérée comme le traitement de référence, associe un inhibiteur de la pompe à protons, IPP, comme l'oméprazole ou l'esoméprazole, à 2 antibiotiques, l'amoxicilline et la clarithromycine. Ce traitement est administré pendant 7 à 14 jours, selon les recommandations locales. L'IPP réduit l'acidité gastrique, créant un environnement moins hostile pour les antibiotiques et optimisant leur efficacité. Cependant, l'efficacité de cette thérapie triple a décliné au fil des années en raison de l'augmentation des résistances, particulièrement à la clarithromycine. Dans de nombreuses régions, le taux de résistance à cet antibiotique dépasse 15%, rendant cette thérapie insuffisamment efficace selon les standards internationaux qui exigent un taux d'éradication supérieur à 90%. Face à cette problématique, la thérapie quadruple est devenue une option de première ligne dans de nombreux pays. Elle associe un IPP, un sel de bismuth, la tétracycline et le métronidazole pendant 10 à 14 jours. Cette combinaison présente l'avantage d'être efficace même en présence de résistance à la clarithromycine, avec des taux d'éradication souvent supérieurs à 90%. La thérapie séquentielle représente une approche innovante qui administre les antibiotiques en 2 phases successives. Durant les 5 premiers jours, le patient reçoit un IPP avec de l'amoxicilline, puis pendant les 5 jours suivants, l'IPP est associé à la clarithromycine et au métronidazole. Cette stratégie vise à sensibiliser d'abord la bactérie avec l'amoxicilline avant de l'attaquer avec les autres antibiotiques. La thérapie concomitante administre simultanément un IPP avec 3 antibiotiques, amoxicilline, clarithromycine et métronidazole, pendant 10 à 14 jours. Cette approche agressive peut être particulièrement efficace dans les régions où les résistances multiples sont fréquentes. Le choix du traitement optimal doit idéalement être guidé par un antibiogramme, c'est-à-dire un test de sensibilité aux antibiotiques réalisé sur la souche bactérienne du patient. Cependant, cette approche reste limitée par la difficulté de cultiver Helicobacter pylori en routine clinique. Cette prévention et mesures d'hygiène. La prévention de l'infection par Helicobacter pylori repose principalement sur l'amélioration des conditions d'hygiène et la compréhension des modes de transmission. Bien qu'il n'existe pas de vaccin disponible contre cette bactérie, plusieurs mesures préventives peuvent considérablement réduire le risque d'infection. L'hygiène des mains constitue la mesure préventive la plus importante et la plus simple à mettre en œuvre. Un lavage régulier et soigneux des mains, particulièrement avant les repas et après l'utilisation des toilettes, peut interrompre la chaîne de transmission orofécale. Cette mesure est particulièrement cruciale dans les environnements où plusieurs personnes partagent les mêmes espaces et installations. La qualité de l'eau potable joue un rôle déterminant dans la prévention de l'infection. Dans les régions où l'approvisionnement en eau n'est pas fiable, il est recommandé de boire uniquement de l'eau bouillie, filtrée ou en bouteille scellée. Cette précaution est particulièrement importante lors de voyages dans des pays en développement où la prévalence de l'infection est élevée. L'hygiène alimentaire représente un autre pilier de la prévention. Il convient d'éviter la consommation d'aliments crus ou mal cuits, particulièrement les légumes qui peuvent avoir été irrigués avec de l'eau contaminée. Les fruits doivent être soigneusement lavés et de préférence épluchés avant consommation. Au niveau familial, certaines précautions peuvent limiter la transmission intrafamiliale. Il est recommandé d'éviter le partage d'ustensiles de cuisine, de verres ou de brosses à dents, particulièrement lorsqu'un membre de la famille est connu pour être infecté. Les parents doivent être particulièrement vigilants avec les jeunes enfants, évitant de goûter leur nourriture avec les mêmes ustensiles ou de nettoyer leur tétine avec leur propre salive. L'amélioration des conditions de vie globales, incluant la réduction du surpeuplement, l'amélioration de l'assainissement et l'accès à des soins de santé de qualité, contribue significativement à la réduction de la prévalence de l'infection dans les populations. Conclusion. Helicobacter pylori représente un parfait exemple de la façon dont une découverte scientifique peut révolutionner notre compréhension d'une maladie et transformer radicalement les approches thérapeutiques. Cette bactérie, longtemps ignorée par la communauté médicale, s'est révélée être l'un des pathogènes les plus répandus et les plus significatifs de l'humanité.
Nous avons exploré ensemble les multiples facettes de cette bactérie fascinante, ses mécanismes de survie sophistiqués dans l'environnement hostile de l'estomac, ses modes de transmission, ses manifestations cliniques souvent discrètes mais potentiellement graves, et les stratégies thérapeutiques développées pour la combattre. L'histoire d'Helicobacter pylori nous enseigne l'importance de remettre en question les dogmes établis et de garder l'esprit ouvert aux nouvelles découvertes. Elle nous rappelle également que la médecine est une science en constante évolution, où les certitudes d'aujourd'hui peuvent être remises en cause par les découvertes de demain. Pour les patients, cette connaissance apporte de l'espoir. Les ulcères gastro-duodénaux, autrefois considérés comme des maladies chroniques nécessitant un traitement à vie, peuvent désormais être guéris définitivement par un traitement antibiotique de quelques jours. Cette transformation thérapeutique a amélioré la qualité de vie de millions de personnes dans le monde. Cependant, de nombreux défis persistent. L'augmentation des résistances aux antibiotiques complique les traitements et nécessite le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. La prévention reste un enjeu majeur, particulièrement dans les régions défavorisées où les conditions d'hygiène et d'assainissement sont insuffisantes. La recherche continue sur Helicobacter pylori ouvre de nouvelles perspectives passionnantes. Les scientifiques explorent de nouvelles approches thérapeutiques, incluant les probiotiques, l'immunothérapie, et même la thérapie génique. Ils étudient également les interactions complexes entre cette bactérie et notre microbiome intestinal, révélant des aspects insoupçonnés de notre écosystème digestif. Si vous pensez être concerné par une infection à Helicobacter pylori, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Les tests de diagnostic sont aujourd'hui fiables et accessibles, et les traitements, bien qu'ils puissent nécessiter quelques ajustements, sont généralement efficaces. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration approfondie d'Helicobacter pylori. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a intéressé, et laissez-moi vos questions en commentaire. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques passionnantes.